Oui, effectivement, c'est non-assistance à femme en danger. Alors, je me présente brièvement, je m'appelle Luc Sagno. Aujourd'hui, je suis magistrat de la Valette, c'est-à-dire que je suis en retraite de la magistrature depuis 3 ans. Bref, c'était sur ma carrière, j'ai été juge d'instruction à Lille. J'étais ensuite procureur de la République à Douai et avocat général pour la cour d'assises du Nord et du Pas-de-Calais. Lorsque j'ai pris mes fonctions de procureur de la République en 2003, j'ai décidé de mener ce qu'on appelle une politique publique. C'est-à-dire trouver une orientation pour orienter les poursuites, orienter la politique pénale du tribunal sur un sujet qui me tenait à cœur, c'était les violences intrafamiliales. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai choisi ce sujet. Tout simplement parce que dans ma vie, j'ai été très souvent avocat général à la cour d'assises et j'ai rencontré beaucoup d'affaires criminelles avec des fois des conclusions qui étaient terribles. C'était des femmes qu'on retrouvait sur des tables d'autopsie, qui avaient appelé au secours pendant de nombreuses années, en déposant des mains courantes, ou en déposant des plaintes qui n'étaient pas suivies. Tout ça pour vous dire que ces défaits, ces assassinats et ces meurtres auraient pu parfois être évités. Et pour éviter ce genre de choses, il fallait reprendre sans concombre toute la politique pénale sur le sujet. En 2003, voyez-vous, pas encore, il y avait une femme qui mourait tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et malheureusement, c'est toujours la même statistique. Les statistiques qui sont encore renforcées d'ailleurs pendant l'été dernier, il y avait une femme qui mourait tous les 2 jours sous les coups de son compagnon. Et un horrible fait également, lorsqu'on analyse les statistiques, eh bien, on se rend compte que le lieu où les femmes sont les plus en danger, eh bien, c'est leur domicile. Donc, voyez-vous, ces éléments-là, forcément, vous interpellent. C'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait qu'on essaye de changer les choses, et je me suis forcé de changer les choses. Alors, comment? Déjà, pour pouvoir travailler sur ce genre de sujet, eh bien, il faut déjà avoir une connaissance la plus affinée possible, eh bien, du nombre de victimes, des conditions dans lesquelles les femmes sont victimes, et des conditions dans lesquelles les agresseurs passent à l'acte. Donc, réfléchir sur ce sujet-là, et on ne le fait pas tout seul. Pour réussir ce genre d'affaires, les politiques publiques, il faut travailler en réseau. Il faut travailler avec les services de police, les services de gendarmerie, avec les médecins légistes, avec les hôpitaux, avec les psychiatres, et avec, ce qui n'est pas toujours le plus facile, les collègues magistrats. Quand on a pris effectivement au parquet de Douai ces décisions, eh bien j'ai fait toute la chaîne. Je suis d'abord allé voir le préfet de police pour lui expliquer ce que je voulais faire, qui tenait une phrase. Je souhaitais supprimer les mains courantes sur mon avancement illicite. Pourquoi? Parce que les mains courantes, en fait, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il suffit, par exemple, au sortir de cette réunion, que vous alliez dans un bureau de police, déposer une main courante pour dire j'ai été agressé dans la rue par monsieur Untel, je ne porte pas plainte, c'est une main courante. Eh bien, cette mention va figurer dans un registre, mais n'aura aucun effet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de danger. Eh bien, de diriger la politique et de diriger l'enquête ne sera pas prévu. Et souvent, vous avez des victimes qui pensent qu'en déposant une main courante, eh bien, ils sont collectifs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est de travailler sur ce point. Alors, j'ai obtenu, après de longues années, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des travaux à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, j'ai obtenu que ces mains courantes soient supprimées. Malheureusement, aujourd'hui encore, en dépit de la loi, en dépit des différentes circulaires, vous avez encore des services de police et de gendarmerie qui prennent les mains courantes. C'est les victimes pensent avoir déposé des plaintes. Elles se retrouvent des mois à attendre, et il y a absolument rien. Et pendant ce temps-là, vous avez un auteur de violence qui continue à évoluer, et il n'y a rien de pire dans ces conditions-là, parce que ça les faire un statut limite. Si je peux me permettre, c'est ce que vous essayez de démontrer dans votre film, c'est que vous essayez d'apporter des concrets. Et c'est le point sur lequel votre livre, libéré des autres qui ont été faits, et vous axez sur des solutions concrètes. Donnons ces éléments de ma courante comme ce qui est supprimer.
C'est dans ce sens que vous avez voulu rédiger cet ouvrage. Tout à fait. Et si vous voulez, cet ouvrage-là, c'est la synthèse, si vous voulez, du travail que j'ai fait depuis 2000 et qui reprend effectivement d'abord une critique de ce qui se passe actuellement, tant sur le plan institutionnel que politique, et également des solutions, bien évidemment. Le deuxième point, après ces mêmes points supprimés, eh bien, c'était de m'engager à avoir une réponse systématique de démonstration. C'est-à-dire répondre aux plaintes de manière spécialiste de police d'abord ne travaille pas pour rien. Parce que vous savez quelque chose, dans les violences intrafamiliales, la plupart des services de police interviennent des fois 2 fois, parfois 4 fois dans une semaine, dans le même domicile, parce qu'il y a des plaintes réitérées, il y a des scènes réitérées de violence, violence maternelle, casse de vaisselle, etc. Et bien souvent, eh bien, on détourne parce qu'il n'y a pas de solution. Moi, j'ai pris l'engagement, une réponse à toutes les plaintes. Le troisième point était pour moi important. C'est une enquête qui soit, comment dire, encadrée par moi, c'est-à-dire par moi-même et mes victimes, de manière à éviter effectivement les plaintes abusives et surtout de pouvoir rapidement répondre aux obligations des victimes. Plus le temps passe, le temps c'est l'ennemi des victimes. Parce que plus le temps passe, eh bien plus ces femmes vont en fait d'une certaine manière s'inscrire dans une espèce de spirale infernale qui va les amener d'une certaine manière à l'emprise dont nous avons parlé, qui les empêche ensuite de déposer plainte et d'être capables de quitter leur domicile. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Le troisième point, eh bien, c'est que lorsque cette enquête permet effectivement d'avoir des éléments suffisants pour pouvoir considérer que cette plainte est fondée, eh bien, systématiquement, je faisais déférer l'auteur des faits au parquet. C'est-à-dire au tribunal, de manière à ce qu'on le voit, à ce qu'on discute de la procédure, et à ce qu'on voit ce que l'on faisait. L'idée qui était la mienne, c'était la suivante. C'est qu'il faut travailler sur les causes de la violence, et non pas sur les conséquences. Aujourd'hui encore, malheureusement, on travaille sur les conséquences. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'il y a une plainte qui est déposée, si l'enquête aboutit et qu'on a des éléments sérieux de penser effectivement que les faits sont avérés, le mise en cause est renvoyé dans un tribunal correctionnel, où là, il va y avoir une peine qui sera prononcée. En général, c'est une peine avec sursis, ou une peine avec un sursis avec mise à l'épreuve, une série d'obligations à cause de sa personnalité, qui va être qui est sur effectivement des sessions de lutte contre la mythologie. Tous ces éléments, si vous voulez, qu'on va tirer de la personnalité de l'auteur. Mais il y a un point qui est important. C'est que pour moi, je considère qu'il est inacceptable, lorsque les faits sont avérés, qu'un auteur de violence reste à son domicile et que la victime s'en va. Ça, c'était le troisième point, l'éviction du domicile conjugal de la part de l'auteur de violence. Alors, le fait partir du domicile, pourquoi? D'abord, parce qu'il faut travailler sur la psychologie. Il faut travailler sur la psychologie des auteurs et des victimes. Parce que il y a un problème, c'est que lorsque le temps passe et que les violences sont réitérées, eh bien, il y a une espèce de partenariat, c'est ce qui était, c'est-à-dire le mot est dur, entre cet auteur et cette victime. C'est-à-dire qu'il y a un dénominateur commun. Et tout ça, c'est suivant, c'est que l'auteur considère qu'il n'est pas violent. Il va me dire, c'est ma faute. Bon, mais moi, je suis pas violent, d'ailleurs, je ne le ferai pas, bon, mais t'as violent. Bon, et jamais plus. Et la victime, ça va être de dire, c'est pas possible que l'homme que j'ai choisi, cet homme qui est souvent le père de mes enfants, eh bien, soit un homme violent, c'est que j'ai donc moi-même quelque chose de pense. Et là, à partir du moment où ces deux réflexions seront, on est dans cette spirale infernale de l'emprise, et évidemment, c'est de plus en plus difficile d'en sortir. Alors, quoi faire? Eh bien, lorsqu'on retire ces auteurs de l'huissier, il faut savoir ce qu'on en fait. Et si on veut travailler sur la psychologie, eh bien, il faut trouver une structure de nature à pouvoir les accueillir. C'est ce que j'ai mis sur le pied lorsque j'étais procureur en Ouest. J'ai cherché une structure que je n'ai pas trouvée dans un premier temps parce que je n'avais pas d'argent. Comme d'habitude, le ministère de la Justice n'avait pas d'argent pour ce genre de choses. Et il a fallu, si vous voulez, en travaillant au réseau, comme je vous disais à son préambule, trouver d'autres solutions. Et je me suis rapproché d'un foyer de sans domicile fixe qui s'appelle les Compagnons de l'Espoir, qui est un peu la même chose que Emmaüs, c'est-à-dire qu'ils reçoivent, si vous voulez,
des scientifiques dans leur monde. Et l'idée que j'ai eue, eh bien, c'était de faire passer ces hommes, ces auteurs de violence, eh bien, dans ce foyer, en les astreignant à y passer une dizaine, une douzaine de jours, de manière à les sortir du domicile conjugal où ils règnent en maître, que sont des tyrans domestiques, pour les confronter, en fait, à des gens qui, eux, n'ont plus rien. C'est-à-dire que eux, en général, ont un métier, ils ont une femme, ils ont un domicile. Et je les mets en contact avec des gens qui sont dans la rue, qui ont tout perdu, en général, pour toute une série de vicissitudes qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie, parfois l'alcoolisme, parfois dans le chômage, parfois des divorces qui se terminent très très mal, toute une série d'éléments qui, dans une vie, peuvent conduire quelqu'un à la rue. Et lorsqu'ils ont placé ce tyran dans ce type de structure, la directrice de la structure m'avait dit, mais attendez, monsieur le procureur, on ne peut pas, hein, ils vont mettre le bazar dans la structure. Je lui ai dit, mais non, vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va se passer très bien. Et ça s'est passé très bien. Parce qu'ils se sont retrouvés avec des critères différents, un contexte différent, avec des éducateurs qui sont des éducateurs qui sont habitués, comment dire, à parler de choses compliquées, de choses difficiles. Et ce qui était extraordinaire, c'est que, au bout de quelques jours, si l'auteur de ces violences se trouvait là, quelle que soit sa profession, hein, ça pouvait être, effectivement, j'ai eu un médecin, scientifique, on a eu un ouvrier, enfin, il n'y avait aucune différenciation en fonction de l'origine sociale. Et ce qui est intéressant, c'était de voir que les sans-domicile qui étaient là, venaient lui parler. Mais qu'est-ce que tu fais d'abord là-dedans? Toi, tu viens de voir dans classe. C'est pour nous, hein, ce type de foyer. Et puis, tu te rends compte, là, la chance que tu as, quand tu as une famille, tu as une maison, tu as tout ça, etc. Et petit à petit, les éducateurs du rue qui étaient là prenaient la suite, les amenaient à s'interroger. Et surtout, ce qui était important, c'était de les amener à réfléchir, eh bien, sur la façon dont les choses se passent, sur le passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est quelque chose qui est déterminant. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de violence quotidienne, et encore plus à l'époque, on a toujours tendance à imaginer des scènes très particulières, alors très classiques, c'est l'image épinale, c'est les hommes qui va rentrer, il apprend que sa femme le trompe, et puis commence à la battre, et il reprend. Et c'est pas ça. Ça arrive dessus. Mais c'est une infime minorité. La plupart du temps, le passage à l'acte, eh bien, c'est sur un détail non insignifiant. J'ai vu des passages à l'acte parce que la soupe était trop chaude. J'ai vu des passages à l'acte parce que le dîner du soir était mal fait. Parce que le mis en cause avait passé une mauvaise journée. Il rentrait chez lui, les enfants sont en train de mourir, ils font des bêtises. La mère n'est pas toujours effectivement en capacité, parce qu'elle aussi a son métier, elle s'occupe des enfants, de pouvoir répondre comme le mari se le traite. Il y a des chiffres qui partent, etc. Et là, ça commence. Et ça, c'est extrêmement, comment dire, c'est un moment qui est très important, qui est très déterminant. Parce que bien souvent, je vous passe ça, bien souvent, eh bien, ça va être après lui. Il y a aussi un point qui est assez important dans votre livre, c'est qu'en fait, vous avez ça dans l'assistance parce que c'est le phénomène de récit qui, c'est la répétition de l'acte qui amène en fait au cas les plus mortels. Et donc, c'est sur le point de récit vous appuyez aussi votre livre. Exactement. L'idée, c'est de lutter contre la vie. Et on ne peut pas lutter sur le récidive si on ne travaille pas sur la psychologie. C'est ça qui est le but. Tout ça pour vous dire donc, eh bien, ces auteurs de violence qui font trouver de structure, et je les ai classés là. Ça se passait très bien. Je leur disais, c'est très simple, vous avez le choix. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'outils juridiques. J'ai dû faire une forme de chantage. Je vais pousser le dossier, et je donne mes collègues. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est oui. Je vais déférer pour envoyer la personne et je lui dis, écoutez, c'est ça. Ou bien, vous acceptez de passer 12 jours dans ce foyer, dans cette structure, ou bien je vous renvoie tout de suite devant le tribunal et je demanderai une peine importante contre vous. En général, les gens disent, vous faites tout de suite à la structure, j'y vais directement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, ces 12 jours, je me suis rendu compte que il y a eu un gros problème. Parce que parallèlement, on travaillait sur les victimes. Si les victimes étaient tout de suite prises en charge par des psychologues, et par une association d'aide aux victimes, avec un travailleur social qui leur était dédié. C'est-à-dire qu'elles avaient un numéro de téléphone portable, elles pouvaient joindre à tout moment si l'auteur décède en revenant de domicile, alors elles n'avaient pas le droit de le faire.
s'il essaie de la contacter, ce qui est interdit, elle le contactait sur le WhatsApp. Et j'étais tout de suite tenu au courant. Et parallèlement, eh bien, ces victimes étaient encadrées sur le plan juridique. On lui communiquait l'adresse de l'accompagnement des avocats. On lui expliquait quels étaient ses droits par civil. On la mettait entre les mains d'un psychologue pour qu'elle puisse s'exprimer. Et on la mettait souvent dans des groupes de parole qui permettaient à ces femmes qui sont en général murées dans le silence, eh bien, de s'exprimer parce qu'elles étaient entre elles. Et que leur, comment dire, la personne qu'elles avaient devant elles, eh ben, elles avaient considéré comme des victimes. Donc, voyez-vous, prise en charge conjointe. Ensuite, eh bien, il a fallu encore affiner les sujets, parce que je me suis rendu compte que 12 jours, c'était pas suffisant. En 12 jours, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, l'auteur en analyse de domicile familial, il savait qu'il était surveillé. Donc, en général, les choses se passaient bien. Et je l'ai renvoyé ensuite, 3 mois plus tard, devant le tribunal, pour demander des peines avec sursis, et ensuite la prise en charge par des psychiatres et des psychologues. Et je me suis rendu compte que ça marchait tellement bien que je me suis dit, mais au lieu d'attendre de faire ce genre de choses après le jugement, pourquoi ne pas les envoyer directement bien devant ces psychiatres et ces psychologues? Et c'est ce qu'on a fait. J'ai rencontré un psychiatre de la maison d'études, qui était la maison de d'études, qui s'appelle le docteur Ouvrier, et on a travaillé sur ce sujet-là en disant, écoutez, il faudrait effectivement que je vous les adresse avant de passer le tribunal, pour que vous fassiez réfléchir sur la façon dont ils passent leur faire comprendre que, bien, il y a un moment, ça va déraper, leur donner des clignotants, qui se rendent compte qu'au moment où les choses risquent de déraper, il faut quitter la pièce. Mais pour arriver à ça, il faut déjà qu'ils acceptent de reconnaître qu'ils ont commis un acte de violence. Et ça, c'était un gros travail qui a été fait par les psychiatres et les psychologues. Ils les recevaient 1 fois par semaine, pendant 2 heures, 3 heures, par un groupe de 10 personnes. Et dans ces 10 personnes, il y avait aussi des membres de la patientèle privée de ces psychiatres et psychologues qui venaient spontanément, parce qu'ils sentaient qu'eux-mêmes étaient parfois violents, et ils participaient à ce genre de choses. Et ça a parfaitement fonctionné. C'est-à-dire que, dans mon ressort, la récidive est tombée entre 6 et 8%. Alors qu'au moment du Grenelle, en 2019, la récidive dans ce genre d'affaires était de 50%. Donc, si vous voulez, on se rend compte qu'il y a des façons de travailler et de réfléchir sur le sujet. Alors, il faut maintenant parler d'autre chose, parce que là, je vous ai expliqué effectivement le dispositif, les choses qu'on peut faire. Mais il faut vous expliquer aussi pourquoi. Parce que je crois que le grand public ne se rend pas compte suffisamment de ce que peut être l'enfer au quotidien d'une femme victime de ce genre de violence. Lorsque tous les soirs, elle attend par exemple le bruit de l'escalier, lorsque les enfants vont se cacher sous le lit, bien souvent, parce qu'ils savent qu'il y a le père va rentrer avec la violence, c'est quelque chose qui est insoutenable. Et on ne peut pas parler de violence conjugale aujourd'hui sans parler de violence intrafamiliale parce que dans la plupart des cas, il y a des enfants. Il faut savoir que des enfants qui sont témoins de ce genre de choses, eh bien, il y a des statistiques qui les concernent. On considère qu'il y a un tiers qui viendra des auteurs, un tiers des victimes et un tiers sera récidive. Donc, vous voyez que lorsqu'on travaille aujourd'hui sur les violences intrafamiliales, on travaille pour l'avenir. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est tout le fondement de ce que j'appelle une politique publique. Alors, il se trouve des problèmes qui sont récurrents qu'on retrouve chez toutes ces petites victimes, parce que ces enfants sont à la fois des témoins, des victimes et des otages. Des témoins, vous avez compris pourquoi, parce que malheureusement, ils vivent le jour le jour, ce genre de choses. Des victimes, je vais vous expliquer pourquoi, mais vous allez voir, on va rentrer dans le sujet. Et des otages, bien souvent, lorsqu'il y a un divorce, lorsqu'il y a une séparation, eh bien, le conjoint violent va essayer d'obtenir un droit de garde, un droit d'hébergement, au cours duquel il profitera de ces moments-là pour, en fait, continuer à mener sa lutte et sa guerre contre leur mère en exécution. Et il faut donc effectivement être très vigilant sur ces périodes qui sont là. Alors, je vais vous parler aussi de ces enfants. Pourquoi? Parce que les enfants qui voient cela, eh bien, sont dans un contexte de loyauté qui est extrêmement important. Et je dois vous expliquer aussi que ces violences dont ils sont les témoins, eh bien, créent de gros troubles, tant sur le plan psychologique des enfants. Également, ça peut créer des troubles sur le plan physiologique.
Mais si je peux me permettre, je pense que vous avez évoqué le mot, c'est qu'en psychologie, on appelle ça le syndrome de loyauté. C'est le fait que les personnes ont l'impression que c'est eux qui ont fait ou qui ont amené la personne à réagir telle qu'elle est. Et ce syndrome de loyauté, pour les femmes qui sont battues, les femmes qui sont violées, généralement, elles s'auto-accusent de l'action qui a été menée, qui aurait été portée. C'est de ce syndrome, mon syndrome de loyauté que Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a ce que vous venez de très bien de définir. Effectivement, la première action d'une victime, c'est de se dire c'est ma faute. Et ça, c'est ça qui est terrible. On y viendra tout à l'heure parce qu'il faudra que je vous explique aussi les raisons pour lesquelles elles ne partent pas. Et pourquoi il y a une grande partie d'entre elles ne partent pas. Parce que moi, quand j'étais ici, j'entendais parfois des conversations et il y a des témoins dans la salle, des gens comme ça, qui disaient, mais attendez, pourquoi il est parti, pourquoi il reste. Donc, il faut parler effectivement de ce que j'avais évoqué. Et le syndrome de communauté, c'est pas seulement ça, c'est chez les enfants. C'est-à-dire, l'enfant, il est pris entre le père et la mère. Et souvent, ils ont encore une vision patriarcale de la famille. Les enfants sont comme ça. Pour eux, l'autorité suprême, en général, c'est le père. Souvent, la mère dit d'ailleurs, si n'est pas ça, je vais dire non. Et il y a tout un jeu d'ailleurs à ce niveau-là qui est dosé. Certaines choses on regarde en soi et d'autres on dit au père différent. Donc les enfants vont se dire mais pourquoi si mon père qui représente l'autorité suprême dans la famille, s'il frappe ma mère, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et ça c'est destructeur. C'est une véritable gangrène sur le plan psychologique. Parce que ça va l'amener à se repositionner lui-même sur toute une série d'éléments. Et après, il va y avoir un retour. Parce que c'est comme toujours la même chose. Il y a des premières phases qui sont effectivement aux États-Unis. Et après, eh bien, c'est le début de la réflexion. Et l'enfant va devenir, et ça c'est très souvent le cas, le protecteur de ses mères. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura des violences, eh bien, cet enfant va se mettre entre les deux et sera parfois battu, parce qu'il sera entre les deux. Et ça, c'est évidemment dévastateur. Parce que, bien évidemment, l'enfant, c'est pas, il n'est pas là pour être protecteur. J'ai rencontré un pédopsychiatre à l'université de Liège, avec lequel j'ai travaillé, qui est le professeur Gauthier, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui m'a un jour posé une question au moment où mon travail s'est fait. Il m'a dit, M. Frévillon, il m'a dit, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important pour un enfant? Moi, j'ai pas hésité une seconde. J'ai dit, c'est l'amour. Il m'a dit non. Il m'a dit, c'est la protection. Voilà. Alors, vous imaginez la situation dans laquelle se trouve un enfant qui, lui, est amené à protéger sa mère. Et on a eu quelques affaires terribles ces dernières années. En 2020 et en 2021, il y a eu 2 homicides qui ont été perpétrés par 2 enfants, un garçon de 18 ans et de 18 ans qui ont tué leur père. L'un un couteau, l'autre, je me souviens plus, mais utilisé je crois, une batte de baseball, parce qu'il ne voulait plus supporter qu'un être soit battu dans ces conditions. Donc, vous voyez, c'est tellement drôle. Et on va même aller plus loin. Je vous parlais de violence psychologique. Mais il y a des violences, il y a des incidences physiologiques sur les enfants. Il y a des expériences qui ont été menées au Royaume-Uni. Vous avez peut-être vu, c'est une vidéo qui a circulé à une époque. On voit un enfant qui est sur sa chaise haute. Donc, je ne sais pas l'âge qu'il a pour être encore sur sa chaise haute, il doit avoir, je ne sais pas, voilà. 3 ans. Oui, 2 ans, 3 ans, quoi. Voilà. Et sa mère est en face de lui. Elle le regarde. L'enfant est content. Il a un petit hochis à la main, il agit, il sourit, il pépille. Puis brusquement, on dit à sa mère maintenant, vous allez garder un visage impassible, vous le regardez, vous ne lui parlez plus, vous le fixez, vous dites rien. Au bout de 30 secondes, le visage de la mère est complètement impassible, l'enfant commence à bouger de façon différente. On sent qu'il s'énerve. Alors il prend le chai, il agite. Une minute passe. Sa mère ne réagit toujours pas. Il prend le chai, il le jette par terre, etc. Et ça dure et ça dure. L'expérience ne dure que 3 minutes, c'est insoutenable à regarder. Parce qu'au bout de 3 minutes, il y a cet enfant qui explose en larmes, qui est dévasté. Et à ce moment-là, la mère lui sourit, et c'est ça. Alors que c'est l'enfant qui n'est pas exposé à des violences. Il est témoin, là, d'une absence de sa mère. Et quand je vous parle de conséquences physiologiques, c'est qu'on a fait des IRM sur les cerveaux
d'enfants qui sont exposés à des violences. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'en subissent pas, mais en revanche, eh bien, ils sont témoins. Eh bien, on a constaté que ces enfants qui sont encore des nourrissons sécrètent une hormone qui est le cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui va provoquer des pertes de la substance encéphalique. Et on voit sur les IRM qui sont faits des espèces de trous de la taille d'une ancienne pièce de 5 francs, par exemple, vous voyez, qui sont effectivement, qui apparaissent sur les IRM. Et là, on comprend ces enfants. Et qu'on les replace dans une situation de foyer normale, où les choses passent de manière régulière et normale, eh bien, la substance encéphalique se renforce. Donc, tout ça pour montrer à quel point les enjeux sont importants, sont véritablement, comment dire, déterminants dans l'avenir pour ces enfants qui seront exposés à ces genre de choses. Il y a un autre praticien qui est extraordinaire, c'est le docteur Maurice Berger, qui a une unité de psychiatrie enfantine au CHU de Saint-Étienne, et qui reçoit des enfants qui sont dans l'ultra-violence. Il les reçoit par groupe d'une dizaine, et tous ces enfants viennent de foyers où ils ont eux-mêmes été témoins de violences et victimes parfois de violence. Il m'expliquait, le docteur Berger, eh bien qu'il y a des moments où il y a des enfants qui ont 8, 9 ans, il faut parfois 3 personnes pour enseignants pour être capable de les maîtriser dans les crises de colère qui peuvent être c'est quelque chose d'absolument affolant. Donc, voyez-vous, tout ça, c'est des choses qui se tiennent. Et c'est pour ça, lorsque je disais tout à l'heure qu'il faut effectivement travailler en réseau, on va bien se rendre compte que c'est pas seulement un procureur de la République qui a un réseau. Il faut travailler avec les magistrats du siège, le juge pour enfants, qui, par exemple, aura parfois l'obligation de suivre un enfant parce qu'on le retirera du milieu familial. Trop dangereux pour lui. Il y a le juge aux affaires familiales, puisqu'il y aura bien souvent ensuite un divorce. Il faudra réussir à établir un pont avec ce magistrat pour faire comprendre qu'on ne peut pas accorder à un auteur de violence, il y a des droits d'hébergement, et que s'il y a des droits de visite, il faut que ça se fasse dans un lieu neutre, avec un psychologue ou un travailleur social qui soit présent pour éviter justement que celui-ci continue à prendre son enfant en otage en se présentant comme lui, et la mère comme l'auteur de cette déréglation de la famille. Et voyez-vous, tout se tient. Et aujourd'hui, ce qui me donne, c'est lorsque je vois les mesures qui sont prises, eh bien, c'est qu'on saupoudre, en fait, le sujet de toute une série de petits éléments qui sont, en soi, pas négatifs, mais qui n'apportent pas grand-chose. Le dernier pack de mesures qui ont été annoncées par Mme Isabelle Rome, qui est une ancienne magistrate, eh bien, absolument navré. En fait, ça a été, en fait, d'aider les femmes à quitter leur foyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, eh bien, quittez votre foyer avant qu'on vous tue, on peut rien pour vous. C'est ça, c'est ça. Alors, à la fin de votre ouvrage, où vous précisez justement ça, c'est qu'il y a en fait le paquet législatif, les dispositions législatives qui existent, mais vous remettez en question le politique et l'état de la magistrature à faire appliquer en fait ce qui est déjà présent. Tout à fait ça, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une grande maladie des institutions, c'est créer une nouvelle loi. Dès qu'il y a un problème, on crée une nouvelle loi. Mais vous en parlez sur tous les sujets, c'est sur la violence, par exemple. On dit qu'il faut passer les peines à 15 ans, je sais pas. Mais vous pouvez passer tous les peines que vous voulez à 15 ans, 20 ans, 30 ans, si les magistrats, dans leur verdict, ou dans leur délibéré, ou dans leur décision, ou dans leur travail scientifique, bah, excusez-moi, ça ne changera pas grand-chose. Ce n'est pas en créant une nouvelle loi qu'on va changer les choses. Aujourd'hui, on a tous. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de traiter ces affaires-là avec un protocole qui est établi. Il y a le protocole qui est réalisé et qui fonctionne, qui a d'ailleurs à une époque été encouragé par la société. Mais tous les parquets ne le font pas. Parce qu'ils considèrent que c'est pas la priorité. Parce que travailler sur un contentieux de cette nature, ça demande du travail. C'est pas facile. Parce qu'il faut éviter aussi des erreurs judiciaires. Il ne faut pas tomber effectivement sur des victimes, des femmes, qui vont utiliser ce genre de politique
pour obtenir un gain de cause dans un divorce, se débarrasser d'un genre de recul. Donc tout ça, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait effectivement des enquêtes qui soient bien faites, qui soient surveillées par le parquet. Il faut, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, être capable de travailler avec des structures annexes, avec des psychiatres, des médecins, des psychologues, pour pouvoir effectivement travailler sur les victimes et sur la psychologie des auteurs. Tout ça, ça demande du temps. Eh bien, aujourd'hui encore, eh bien, on a tendance à considérer que eh bien, c'est un contentieux qui est parfois négligeable. Pendant l'année 2019, pendant l'été, j'ai mené une campagne de presse très très dure sur les pouvoirs publics, notamment sur Madame Légoubet, que j'ai effectivement, auquel j'ai reproché effectivement de rester tranquillement sur son siège à la chancellerie sans s'occuper de ce genre de choses. Monsieur Castanet, même chose, il n'a strictement rien fait en la matière. Il s'est contenté de faire un audit auprès d'une dizaine de commissariats. Comme par hasard, on a entendu des femmes qui étaient ravies de l'accueil qu'elles avaient reçu. Lorsqu'on sait encore aujourd'hui comment ça se passe, on ne peut être que scandalisé. Il faut absolument, si vous voulez, que la hiérarchie judiciaire et la hiérarchie de la police et de la gendarmerie tiennent les choses de manière extrêmement ferme. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, une femme décide d'aller porter plainte. Bon. Elle va d'abord se cacher pour aller porter. Elle accuse c'est que son mari, elle va partir dans le commissariat, ou qu'il y a un jour un voisin qui dit, tiens, on a vu ta femme un jour au commissariat, etc. Elle dit, non, dans cette angoisse, même si c'est une angoisse qui est parfois irraisonnée. Elles sont dans une forme d'emprise telle qu'elles pensent qu'elles sont suivies. Elles vont arriver au commissariat, souvent. Eh bien, il n'y a pas suffisamment effectivement, de policiers, il n'y a pas suffisamment de gendarmes, ils n'ont pas de structure appropriée non plus. Elle va faire la queue, maintenant, bien souvent, il y a derrière une personne qui va déposer plainte parce qu'on va casser son rétroviseur ou il y a quand même. Elle est là, elle est dans la fille, et puis là, elle est tombée sur un planton. Si le planton est formé, est bien formé, tout de suite, il va l'extraire. Il va la mettre dans un local où elle va pouvoir être un petit peu à l'abri en attendant qu'un enquêteur vienne. Mais ça, c'est pas comme ça que ça se passe dans le temps. Parce qu'effectivement, les gens ne sont pas encore formés, ils ne sont pas toujours formés. Il y en a d'autres qui considèrent aussi que, bien, c'est des affaires de violence, c'est le couple, on discute dans le couple, il ne faut pas les aller plus loin. Et puis, il y a aussi des problèmes de structure, je vous explique, parce que, eh bien, on ne sait pas toujours où pouvoir accueillir les victimes. Et tous ces éléments-là, eh bien, sont connus de tout le monde, de la hiérarchie, des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics, des membres de la République. Et la question que je pose, c'est, mais qu'est-ce qui change? Le Grenelle, en fait, des violences, ça n'a pas donné grand-chose. C'était un saupoudrage. À l'époque, j'ai mené une telle campagne que j'ai réussi à obtenir de la chancellerie qu'il y ait des enquêtes de l'inspection judiciaire, des services judiciaires, sur les affaires criminelles qui avaient eu lieu au cours des 3 dernières années. Tout ça pour vérifier, eh bien, tout simplement, que les femmes qui vont retrouver sur ces tables d'autopsie dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, avaient déjà déposé des plaintes. On trouvait dans les dossiers d'instruction 3 ou 4 plaintes, 5 ou 6 plaintes, et tous ces appels au secours qui sont restés sans réponse, eh bien, mais vont conduire les jours, effectivement, à se retrouver dans une situation où ils sont faits. Voilà. Et l'enquête qui a eu lieu, les résultats ont été publiés, a corroboré tous les éléments que j'avais exploités dans mon livre, tout ce que j'avais pu dire, c'est-à-dire que, 1, eh bien, manque de formation, 2, manque d'effectifs, 3, enquête bâclée, on n'entend parfois même pas les auteurs, comment dire, la procédure, sans avoir de témoin, etc., etc., avec des procureurs qui, effectivement, ne font pas leur travail, parce que leur travail, c'est de diriger l'action publique. Et donc, de faire ce genre de choses. Je vois, madame. Oui. Il y a donc des questions. Est-ce que David, tu peux les lire? Je voudrais revenir. Ouais, très. Ouais, très. Non, c'est la question à laquelle vous avez répondu tout à l'heure. Ouais, c'est la place. D'accord. Si vous voulez que je représente votre ouvrage, il y a toutes les questions de la salle. Non. La salle, il y a Ça pas va, de questions. Par exemple, je suis un ancien, voilà, un ancien conseiller, bien sûr, mais dans le monde scolaire, voilà, familial également. J'ai sauvé d'une maman, bon,
si longtemps que ça, en appelant politique sociale de son secteur et en expliquant exactement l'effet délictueux de la maman en trouvant son mari. Elle hésitait, j'ai dit, je suis désolé, parce que je suis en lien aussi avec le procureur du Patel, je connais. Elle dit, je suis désolé, madame, j'appelle le prof du Patel, si vous ne bougez pas. Bon, elle a fait le nécessaire, elle a pris le tremplin, et le soir même, ils sont venus, il y avait deux personnes, sociales, je sais pas quoi, travailleurs sociaux, comme on dit, ils sont venus la chercher, lui dire prendre ses affaires, et l'héberger ailleurs, et déplacer les enfants, et ensuite aller au commissariat, parce qu'il fallait sortir de la maison, parce que monsieur rentrait à lui, puisqu'il y avait une autre compagne. Les enfants, ça agissait un peu sur les petits, parce que 3 ans, ou 5 ans. Ce qui fait qu'il y a eu une action rapide, mais c'est pas toujours le cas. Et j'y pensais comme ça, pour aller dans votre sens aussi, si les propositions j'ai pu faire dans le cadre de sécurité de la ville, puis il y a des faits avérés comme ça, mettre en garde à vue l'homme et de toute façon à l'amener à réfléchir, à rencontrer des psychologues pour aller dans votre sens, de toute façon, pour moi, ça doit être automatique. Il y a une violence, et bien souvent, comme on dit, la femme hésite à se déplacer. Mais c'est l'environnement. Bon, qu'est-ce que mon père, que diront mes amis, etc. La peur. Donc, il faut que la peur change de camp. Il y a un auteur, pas de mec courant. On va le chercher, on lui regarde à vue, et Je me permets de reprendre le micro. Je crois qu'on a une question de la part d'un des internautes. C'est y a-t-il un impact physique de la mise en place des bracelets anti-accouchement? Alors, les bracelets anti-accouchement, ça peut effectivement être une bonne chose. La difficulté, voyez-vous, c'est qu'il y a 200 000 femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales chaque année. Et aujourd'hui, on a 1000 bracelets électroniques. Et je suis pas persuadé qu'ils sont tous en fonction. Voilà les difficultés. Alors, je dois dire aussi quelque chose, c'est que le protocole dont je vous ai parlé, le dispositif dont je vous parle, ça ne concerne pas tous les auteurs de violence. Il est clair que lorsqu'on est face à des auteurs, des violents pathologiques, des gens qui ont déjà franchi le stade de violence légère, qui frappent, ou avec son pied, etc., ils sont pas, effectivement, on ne peut pas s'en occuper de cette manière-là. Moi, j'ai travaillé pour éviter, comment dire, que les gens deviennent. Et la plupart des affaires qui sont déférées, c'est effectivement des gens qui un jour passent à l'acte, qui se dépassent plus délai comme ça, et qu'on peut encore arrêter. Et plus on intervient vite, comme vous faites observer, monsieur, plus on intervient en amont de violence, plus on va être efficace dans la prise en charge. Si on attend trop longtemps, c'est trop tard. Les gens se cristallisent dans la violence, et là, c'est plus possible. Alors, tout ça pour vous dire que le bracelet anti-accouchement, c'est bien, mais malheureusement, on a eu encore quelques exemples ces derniers temps, où en dépit du bracelet anti-accouchement, eh bien, à l'issue d'un divorce ou d'une séparation, eh bien, l'auteur est revenu à la maison et a tué sa femme. Le bracelet ne peut pas passer. Il faudra véritablement, comment dire, une action immédiate, je dirais presque dans la foulée, pour qu'on puisse intervenir dans ce genre de sujet. Quand quelqu'un décide véritablement de tuer sa compagne, c'est très compliqué. Il n'y a pas de solution miracle sur ce sujet. Peut-être qu'on va, on termine sur sur ce point. Je vais simplement redire que vous êtes donc Luc Frémiot, magistrat honoraire, et que vous avez publié ce livre qui s'appelle Non-assistance à femmes en danger, qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Tu veux dire un dernier mot? Merci, monsieur le magistrat. Vous nous avez bien éclairé sur ce sujet. Votre exposé est précis. Je suis une femme et donc je me mets à la place de toutes ces femmes qui sont violentées. Elles ont un lien affectif en général avec le conjoint et le lien affectif perdure malgré les souffrances.
Et donc, j'imagine la difficulté pour elle de porter plainte. Et autre chose, par rapport à ce que vous avez dit, tous ces dispositifs qui sont mis en place sont formidables. C'est vraiment une avancée. Et surtout, ce que je retiens, c'est la possibilité maintenant d'éloigner non plus la victime, mais le conjoint violent. Et ça, c'est vraiment une avancée. Mais je me pose la question des territoires les plus isolés. On imagine que ces femmes qui sont dans des maisons isolées de tout, plus de difficultés que les autres à trouver des structures adéquates. Et puis, surtout quand le conjoint a une activité professionnelle sur place, dans le foyer, la femme, elle va hésiter à déposer plainte parce qu'elle sait qu'elle peut tomber dans la pauvreté. Et ça, c'est un très gros problème. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Tout à fait, tout à fait. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui. Il y a laissé encore d'autres sujets qui n'ont pas pu finir aujourd'hui. Et la violence économique, c'est effectivement beaucoup plus difficile pour une femme qui vit avec le salaire de son conjoint, et bien de quitter le domicile. C'est évident. Et puis c'est plus difficile de refaire sa vie à 60 ans, de la refaire à 30 ans. Il y a toute une série d'éléments qui rentrent en ligne de compte, sur lesquels il faut travailler. Je voudrais dire encore un dernier mot, c'est de dire que, bon, j'ai une vue, comment dire, qui est négative sur ce qui se passe sur le fonctionnement de ce moment. Parce que je voudrais l'excellence. Parce que je souhaiterais que ce type de choses n'existe plus. Mais je dois quand même aujourd'hui saluer également le travail qui se fait par certains policiers et certains gendarmes. J'ai d'ailleurs dédicacé ce livre à ces 3 gendarmes qui sont morts et le 4e qui a été blessé à l'occasion effectivement d'intervention dans une famille où un monsieur avait pris sa femme en otage. Et il y a 3 gendarmes qui se sont fait tuer. Et le 4e, l'adjudant, était blessé également. Et il y a aussi des magistrats qui travaillent là-dessus. Le parquet de Créteil, dont vous avez parlé, effectivement, est en pointe sur le sujet. Il y a toute une série de procureurs qui sont effectivement concernés, mais c'est pas suffisant. Il faut que tout le monde, en fait, que tout le monde considère que ce n'est pas une fatalité et qu'on a véritablement aujourd'hui des outils pour répondre à ce potentiel. Je le magistrat, monsieur. Je vois tout aussi. Suivre les Ah oui, pour suivre les événements du think tank, naturellement, vous pouvez vous connecter sur YouTube en indiquant donc le think tank Liberté et Perspective. Vous y trouverez donc les vidéos qui ont été réalisées de toutes les interventions précédentes. Et si vous allez sur le site web du think tank Liberté et Perspective, vous aurez la chance de voir les événements futurs. Et il y a des belles surprises qui seront réservées pour la rentrée. Merci beaucoup, merci aux internautes et une belle soirée à tout le monde. Merci.